Donc, bonjour à tous, je vous propose qu'on attaque. Les derniers arrivants prendront la présentation en cours. Donc, je me présente, Clément Tardy, je suis expert comptable au sein du cabinet Accence et spécialiste en matière de RSE. Et donc, c'est l'objet du webinaire aujourd'hui pour vous présenter les fondamentaux et les enjeux de la RSE et comment vous allez être impacté au niveau de vos entreprises. Donc, cette présentation va se dérouler en 4 parties. On va commencer par définir par présenter les définitions et les fondamentaux de la RSE. Ensuite, nous verrons comment vous allez pouvoir être concerné au niveau de vos entreprises. En partie 3, on fera une application concrète en essayant d'avoir des exemples le plus concrets possible par rapport à vos structures. Et ensuite, on vous expliquera comment vous pouvez entreprendre et démarrer une démarche RSE. Donc, définition et fondamentaux. Je voulais attaquer par la notion de développement durable en matière de RSE. Donc, le développement durable, c'est quoi? C'est le mot développement durable est apparu dans les années 70-80. En gros, c'est l'idée que les sociétés humaines doivent vivre et répondre de leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Le rapport de la HALT en 72 en fait questionnait déjà le modèle économique qui est finalement basé sur une croissance économique infinie dans un monde finalement où les ressources sont finies. Donc c'est au niveau du développement durable, on est véritablement sur une vision macroéconomique. C'est un questionnement dans la globalité. Je vous ai repris une citation qui en fait explique que nous héritons de la terre de nos ancêtres. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Je ne sais pas si vous avez pu voir dans les médias, notamment de 3 notions comme le jour de dépassement 2023. Le jour de dépassement, c'est simplement à partir de quelle date les ressources d'une année ont été consommées. Donc, cette date progresse dans le calendrier d'année en année. Sur 2023, on était au 2 août, ça veut dire qu'à partir du 2 août, on a consommé les ressources d'une année complète. Donc, on a parlé du développement durable, c'est des enjeux macroéconomiques. La RSE, quant à elle, est plus sur des enjeux microéconomiques. Et au niveau micro, bien évidemment, c'est les entreprises qui ont un rôle majeur à jouer en matière de RSE. La RSE, c'est quoi? C'est une notion donc, qui est arrivée après la notion de développement durable. C'est un concept qui est né dans les années 90 et c'est la contribution des entreprises au développement durable reposant sur 3 piliers, donc l'environnement, l'économie et le social. C'est une notion qui a évolué dans les années 90. Elle a connu une réelle avancée dans la période 2010-2020. Donc dans la prise en compte des entreprises de ces notions, du concept qui a dépassé en fait le cadre des grandes entreprises pour se diffuser à tout le tissu TPE et PME. Aujourd'hui, donc les enjeux sont compris, donc plus ou moins, les méthodes et les outils sont surtout disponibles et il existe aussi de nombreux spécialistes sur le marché pour finalement accompagner vos entreprises dans ces démarches. Et l'objet de ce webinaire, c'est aussi prévoir aussi les besoins de demain. Donc demain, on aura notamment plus besoin d'informations extra-financières pour plusieurs raisons. Donc pour répondre à notre marché, pour obtenir potentiellement des financements et des subventions, répondre également aux futures obligations réglementaires et pouvoir communiquer et créer une véritable marque employeur. Les RSE, donc je vous ai mis une définition rapide. Donc c'est l'ensemble des pratiques mises en place par les entreprises dans le but de respecter le principe de développement durable. Donc on retrouve bien les notions de développement durable et d'entreprise dans la définition. Et on va distinguer par la suite donc comment se définit finalement une véritable politique RSE par rapport à des communications entre guillemets de greenwashing qui visent en fait à montrer qu'on fait de la RSE et des actions dans le but de favoriser le développement durable, mais qui en fait ne sont pas véritablement pertinentes. Donc les enjeux de la vraie RSE, une véritable politique RSE, c'est d'abord une gestion des risques pour durer et pérenniser son entreprise.
C'est défendre ses valeurs et protéger son image. Donc, il y a beaucoup de notions de communication finalement. Je vous ai marqué qu'il n'y a pas de création de valeur sans valeur, puisque finalement l'éthique et les volontés des dirigeants et des entreprises sont véritablement le socle de la démarche. C'est aussi maîtriser l'évolution du tangible vers l'intangible. Comme exemple, on peut prendre le film, le film des temps modernes, qui mettait en avant une production toujours plus importante en termes de quantité. On a une évolution vers l'intangible, donc voilà, la petite image sur la droite vous le reflète avec la réputation, l'image, les réseaux sociaux. Donc voilà, il faut maîtriser un petit peu cette évolution de marché. C'est répondre aux attentes des parties prenantes. Donc les parties prenantes, c'est une notion importante de la RSE. C'est une notion qui a paru dans les années 60. Les parties prenantes, c'est quoi? C'est tous les partenaires sans qui la société ne peut pas exister. Ces partenaires finalement qui participent finalement à la création de valeur de l'entreprise. Aujourd'hui, les parties prenantes doivent véritablement être prises en compte dans la gestion de l'entreprise, donc que ce soit les consommateurs, les clients, les fournisseurs, les collaborateurs, tout ce qui gravite finalement autour de l'entreprise. On parle d'organisations qui doivent devenir inclusives, c'est-à-dire que dans la gestion de l'entreprise, on doit prendre en compte l'intégralité de ces parties prenantes. Et il faut également les convaincre que la démarche finalement est saine, pérenne et que la communication est sincère. Les enjeux d'une vraie RSE, je vous ai mis un exemple du bilan iceberg de l'agence de notation Innovest, qui est une agence de notation RSE, l'immatériel au cœur de la RSE. Donc, vous pouvez voir sur la gauche, finalement, que la valeur comptable représente 30% de l'intégralité d'une entreprise et que l'intangible, dont je vous parlais juste avant, représente pas loin de 70%. L'intangible, ce qui se mesure par la gouvernance durable, donc stratégie de développement durable. La gestion du capital humain, qui est aujourd'hui de plus en plus importante, la gestion de l'environnement, avec les stratégies de management de l'environnement, les opportunités de développement, et le capital stakeholder, donc c'est finalement la prise en compte de l'intégralité de ces parties prenantes, donc le territoire, les pouvoirs publics, les clients et les fournisseurs. Je vous ai mis une alerte sur la fausse RSE, donc plus communément appelé le greenwashing. Alors, j'ai voulu vous citer, plutôt que vous expliquer exactement ce que c'est, deux exemples. Le premier, c'est une collaboration entre Evian et Balmain. Donc, le fabricant d'eau en bouteille et le couturier Balmain ont lancé une collection capsule. Donc, une collection capsule. Une collection capsule, c'est avec très peu une collection qui est assez petite en termes de quantité produite. Une collection capsule fabriquée en plastique recyclé. Donc, évidemment, ils profitent pour en faire l'éloge de la durabilité et de l'économie circulaire. Ils ont affiché fièrement en fait leur composition en plastique recyclé et assurent que cette collaboration œuvre pour un mode plus durable avec des matières respectueuses de l'homme et de l'environnement. Une communication qui était largement reprise sur les réseaux sociaux, puisque Sarah Labbé qui a souhaité rappeler dans un billet LinkedIn que la collection entière a nécessité 72 000 bouteilles en plastique et que la France, chaque jour, en consomme pas loin de 25 millions. Donc finalement, la collection capsule a utilisé 0,28% de la consommation française journalière. Donc voilà, axer toute une campagne de communication pour une action pour des si grosses entreprises avec si peu d'objectifs. Et il faut savoir qu'il va falloir beaucoup de collections pour résoudre le problème de la pollution plastique pour des sweatshirts qui coûtaient une somme de 1200 € quasiment à l'unité. L'autre exemple, c'est celui de la Toyota Mirai. Donc là, je vous ai mis l'image. Toyota avait lancé une communication sur son modèle. Donc, la traduction littérale, plus vous conduisez, plus vous nettoyez l'air. Cette communication a été pas mal repris, notamment au niveau des organisations européennes, puisque finalement, c'était pas loin, on n'est pas loin d'avoir élu cette communication le prix Pinocchio, dans le sens où si on prend le bilan carbone ou la consommation pour fabriquer le véhicule est plus que négative et on ne peut pas avoir un véhicule qui nettoie l'air en roulant actuellement aujourd'hui. Ce greenwashing devient en fait finalement un risque juridique pour les entreprises. La Commission européenne a présenté le 22 mars 2023 une nouvelle législation visant à lutter contre les allégations environnementales trompeuses.
en introduisant véritablement cette fois-ci des sanctions contre le greenwashing. Donc voilà, les biens et balmains avait été soulevé. On a beaucoup d'autres exemples. Je vous ai mis aussi la loi sur le devoir de vigilance qui offre également un angle d'attaque pour des stratégies d'éco-blanchiment. Donc on est véritablement sur un risque juridique en cas de communication douteuse. J'ai voulu vous mettre en avant également les liens forts entre le financier et l'extra-financier. Donc, je vous ai présenté la modélisation iceberg de Novetic. Aujourd'hui, l'extra-financier a un lien important avec le financier. Donc, on peut notamment mentionner les impacts climat, coût carbone, le stress hydrique ou les tensions sur certaines matières premières. Il faut avoir le graphique qui est en dessous marque d'un côté les risques, donc par rapport aux réglementations, par rapport aux technologies, au marché ou à la réputation, qui finalement peuvent se transformer en opportunités avec des nouvelles sources d'énergie, de nouveaux marchés. Et aujourd'hui, les indicateurs extra-financiers, les mauvais indicateurs extra-financiers pourraient avoir un impact sur le financier relativement important, notamment dans les années à venir. On passe sur les acteurs aujourd'hui de la RSE. Ils sont nombreux, donc je pense que vous connaissez tous l'agence de notation EcoVadis, qui est un des acteurs majeurs et qui est aujourd'hui la plus demandée. Il y a beaucoup d'autres acteurs, donc je vous en ai mis quelques-uns. Donc il y avait la FNOR certification, des nouveaux acteurs type ABCSR ou sur lequel on va revenir plus tard, Enzo RSE, l'agence de bilan carbone ou Novetic. Donc il y a beaucoup d'acteurs. C'est qu'un panel avec EcoVadis qui est aujourd'hui le plus présent dans ce domaine-là. Au niveau des normes et référentiels, alors j'ai pas voulu rentrer dans le détail de tous les normes essentielles, je vais vous en présenter les trois principaux. La première, c'est la norme ISO 26000. Quand on débute sur des problématiques de RSE, c'est souvent la norme qu'on utilise le plus. Pourquoi? Parce que c'est de manière générale la plus accessible. Cette norme, finalement, on va y revenir par la suite dans notre exemple concret, elle s'articule autour de cette question centrale. On les détaillera par la suite. La dimension économique n'apparaît dans aucune de ces questions, car en fait, elle est considérée comme transversale et intégrée dans chacune des 7 volets de cette norme. Donc, en gros, la norme ISO 26000 met également en avant les moyens financiers propres à chaque organisation et détermineront la priorité action à mener et mettre en œuvre. Donc, chaque organisation va vouloir s'orienter sur tel ou tel volet de la norme. Ces questions centrales visent également à identifier les domaines d'action pertinents sur lesquels les organisations vont pouvoir se baser pour fixer ses priorités et mettre en place ses propres actions. Donc, on vous a rappelé également la responsabilité sociétale, donc c'est la contribution des organisations au développement durable. GRI, donc je vous le mets à titre informatif. GRI, c'est le Global Reporting Initiative, qui stipule qu'à travers leur activité, leurs relations, toutes les organisations ont une contribution positive ou négative par rapport à la finalité de développement durable. Pour la GRI, donc les organisations ont un rôle essentiel pour atteindre ces objectifs. La GRI, c'est le référentiel qui est utilisé aujourd'hui pour les déclarations performances d'extra-financières. Donc, c'est les déclarations qui concernent principalement les grosses entreprises. C'est également le référentiel qui va être utilisé pour les réglementations qui vont arriver dans les années à venir, sur lesquelles on va revenir. Mais ça va être, quand on avance un petit peu plus dans les problématiques RSE, c'est surtout sur cette réglementation qu'on va s'orienter. Donc, il y a des rapports qui sont mis en place sur les impacts économiques, environnementaux et sociaux. Donc, un rapport type déclaration performance ou les rapports de durabilité. Donc la GRI, voilà, pour information, il y a plusieurs normes. Donc les principes généraux, c'est les GRI 120, les éléments généraux d'information 102. Donc il y a plusieurs normes. Elles se découpent en différents niveaux d'information et il y a des enjeux, il y a des normes spécifiques à chaque pilier. Donc normalement des normes spécifiques sur l'économique, l'environnemental et le social. Dernier référentiel, les objectifs de développement durable de l'ONU. Ces objectifs représentent une référence universelle, inclusive et transversale d'application volontaire de tous les acteurs. Les ODD, donc les ODD, les objectifs de développement durable, s'appliquent principalement aux États. C'est un accord qui a été mis en place, mais ces objectifs ne pourront être atteints sans la mobilisation active de l'ensemble des acteurs, qui sont incités finalement à se les approprier, et chaque action qui est mise en matière de RSE, en matière sociale, en matière environnementale ou économique, doit rentrer dans un de ces objectifs pour contribuer finalement aux objectifs étatiques.
Au travers de ces ODD, donc il y a l'agenda 2030 qui a été mis en place. Donc c'est un cadre dans lequel tous les acteurs peuvent décider de manière volontaire de s'inscrire leur action en matière de développement durable. Pour chaque objectif, les réponses apportées par les acteurs peuvent être de nature complètement différente. C'est important puisqu'en matière de RSE, les actions peuvent être très larges et très diversifiées en fonction du secteur d'activité, de l'organisation et des objectifs de chaque entité. Le caractère communicant des ODD, leur universalité, leur capacité à parler à l'ensemble des acteurs le langage commun en font un cadre intéressant du développement durable puisque ça permet de mettre un cadre, on va dire, mondial à une politique RSE. Donc on se rapproche un petit peu du macroéconomique. Je vous ai passé un petit peu tous les fondamentaux, les fondamentaux et les normes. C'était un peu lourd. J'ai essayé d'être assez synthétique. Donc maintenant, on va s'intéresser à comment vous allez pouvoir être concerné au niveau de vos organisations. Autre notion importante, donc j'attaque par cette notion parce que ça va permettre de comprendre comment vous allez être impacté par la RSE à l'avenir. C'est la responsabilité élargie des entreprises. Quand on parle de responsabilité élargie des entreprises, en fait, on parle de responsabilité sur toute la chaîne de valeur qui permet en fait une vision complète de la prestation du produit. Donc aujourd'hui, vous avez donc en bleu ici les opérations de l'entreprise, donc l'infrastructure, la gestion des ressources humaines, le développement, la fabrication, logistique. Quand on parle de chaîne de valeur, on part véritablement donc des matières premières, des fournisseurs, de tout ce qui est la logistique, de la distribution jusqu'à la fin de vie du produit. Donc, quand on parle de véritable politique RSE, on parle d'avoir une maîtrise et une information sur toute cette chaîne de valeur. Des exemples sur la chaîne de valeur, donc par exemple les impacts sociaux. Donc, si on se concentre sur l'organisation, on va sortir des indicateurs extra-financiers au niveau social sur, par exemple, le taux d'accident de travail, l'absentéisme, l'attractivité, le turnover. Donc là, ça concerne, c'est des indicateurs qui concernent principalement l'entité. Si on prend l'exemple de la gestion des déchets, si on parle de responsabilité des entreprises, responsabilité élargie des entreprises, on va parler de gestion des déchets de vos fournisseurs, des opérations de l'entreprise et aussi de la fin de vie du produit, comment le produit finalement peut être recyclé après son utilisation. En termes de responsabilité élargie, il y a l'aspect gestion climatique qui est l'exemple finalement le plus parlant. Donc toujours, on a les opérations de l'entreprise, donc l'infrastructure GRH, donc en bleu. On peut réaliser un audit énergétique, un bilan de gaz à effet de serre, et une nouvelle notion également, c'est le bilan carbone, donc qui rentre en matière de RSE. Bilan carbone, il y a 3 niveaux. Le niveau 1 et le niveau 2 concernent les émissions uniquement de l'entreprise, donc ce qui est en bleu sur votre écran, les opérations d'entreprise. Et quand on parle du bilan carbone scope 3, donc niveau 3, on parle de toute la chaîne de valeur. Donc on va prendre en considération les émissions de fournisseurs, de tout ce qui est logistique, distribution et de l'utilisation du produit dans le scope 3. Donc ça veut dire que quand on va réaliser le bilan carbone de votre entreprise, on va prendre les émissions de toute cette chaîne de valeur par rapport au produit le produit que vous fabriquez ou au service que vous réalisez. Pour redétailler un petit peu le bilan carbone, donc voilà le bilan carbone, on s'intéresse catégorie 1 et 2, donc aux émissions qui sont dans le cadre bleu. Et le scope 3, donc on prend tout ce qui est transport, les matériaux entrants, les matériaux sortants, les transports, les produits finis, les déchets, les immobilisations. J'ai voulu parler de ce bilan carbone, pourquoi? Donc le bilan carbone, ça permet d'intégrer en permanence les notions de responsabilité et de dépendance vis-à-vis des clients et des fournisseurs également, que l'entreprise prenne conscience en fait des sources d'émissions de gaz à effet de serre et qu'elle identifie les leviers possibles. Le bilan carbone répond à des objectifs donc de stratégie bas carbone, de transition bas carbone, c'est-à-dire de s'orienter vers de nouvelles sources d'énergie, anticiper les changements à venir et en termes de ressources énergétiques, en termes de réglementation. Je rappelle le pragmatisme qu'il faut que les résultats obtenus sont pas toujours anticipés. Et le bilan carbone, donc du fait qu'avec le scope 3, qu'on prenne toute la chaîne de valeur, potentiellement, votre entreprise, si vous n'êtes pas dans l'obligation de réaliser un bilan carbone aujourd'hui, potentiellement, vos fournisseurs, vos clients vont vous le demander. C'est ce qu'on appelle les obligations en cascade, parce que forcément, vous faites partie finalement de la chaîne de valeur de vos clients et de vos fournisseurs.
Au niveau du bilan carbone, au niveau des établissements financiers, c'est en train de bouger un petit peu, puisqu'à partir de janvier 2024, potentiellement des taux préférentiels où les banques vont demander à certaines organisations de réaliser des bilans carbone. Donc voilà, donc si elles demandent aux plus grosses entreprises, vous faites partie de la chaîne de valeur de ces entreprises, donc potentiellement elles vont pouvoir vous demander des explications et vous mettre à contribution au niveau de cette information-là. Au niveau des contraintes réglementaires, alors à l'heure actuelle, il y a la loi Pacte qui a été promulguée le 22 mai 2019, qui introduit dans le droit français les 3 nouveaux principes liés à l'engagement de la RSE des entreprises. Alors finalement, avec la loi Pacte, la RSE devient finalement une obligation pour l'ensemble des entreprises. Cette notion d'enjeux sociaux et environnementaux est aussi inscrite dans le Code civil. Donc, on a bien des notions réglementaires qui sont déjà présentes. Et je vous ai mis également la loi de l'économie circulaire promulguée le 10 février 2020, qui avec les 7 piliers allant de l'approvisionnement durable au recyclage et avec une consommation responsable. Et je ne rentre pas dans le détail de la loi sur l'économie circulaire, c'est juste pour que vous l'ayez en tête, vous pouvez potentiellement être concerné. Pour les contraintes réglementaires à venir, donc il y a principalement la CSRD, je vous passe le nom complet en anglais, qui est une directive européenne signée en juin 2022 et elle entre en vigueur à partir de 2024 et elle va obliger les entreprises concernées à communiquer annuellement sur leurs informations relatives aux problématiques RSE. Donc aujourd'hui, c'est les entreprises dépassant 2 des 3 seuils suivants qui vont être concernées, donc supérieurs à 250 salariés, 20 millions de bilan ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'autres entreprises, donc PME cotées en bourse, ou les entreprises non européennes ayant un CA annuel supérieur à 150 millions d'euros. Mais c'est surtout, comme pour le bilan carbone, quand elles vont établir leur rapport de CSRD, elles vont prendre en compte l'intégralité de leur chaîne de valeur. Et automatiquement, si elles prennent l'intégralité de leur chaîne de valeur, vous en faites potentiellement partie aujourd'hui. Donc, elles vont vous demander des informations. Pour information, on a déjà été sollicité par certains de nos clients dans les questionnaires EcoVadis qui sont mis en place dans certaines structures. Questionnaire EcoVadis prend en compte également la chaîne de valeur. Donc, certains de nos clients, aujourd'hui, qui n'étaient pas soumis, ont des demandes de leurs fournisseurs ou leurs clients qui leur demandent de répondre à des questionnaires EcoVadis avec des questions. Donc, une fois qu'ils reçoivent le questionnaire, parfois un peu compliqué, et ces questionnaires qui prennent un certain temps et un certain investissement pour y répondre. Donc voilà les contraintes réglementaires. Donc potentiellement, vos structures vont pouvoir être impactées par le bilan carbone, donc par les marchés, mais aussi par les contraintes réglementaires, par une sorte d'obligation en cascade. Et la CSRD donc s'applique aux entreprises de plus de 250 salariés en 2024 et on parle des entreprises de plus de 50 salariés à partir de 2029. Donc voilà, c'est des problématiques qui vont arriver finalement assez rapidement. Voilà pour un petit peu tout ce qui est l'environnement, les enjeux, les fondamentaux. On va passer sur une application plus concrète pour matérialiser véritablement ce que peut être une politique RSE. Pour cette matérialisation, j'ai choisi de m'appuyer sur la norme ISO 26000. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la norme sur laquelle on s'appuie quand on démarre une politique RSE. Donc, cette norme, elle s'appuie sur 7 volets. Donc, la gouvernance de la structure de l'entreprise, les droits humains, les conditions de relations de travail, la responsabilité environnementale, la loyauté des pratiques, la question relative aux consommateurs et la protection des consommateurs, et les communautés et le développement social. Donc voilà, c'est les 7 grands volets de la norme ISO 26000. On va s'intéresser à chacun de ces volets, voir qu'est-ce que ces volets concernent au niveau de votre entreprise et potentiellement qu'est-ce qui peut être mis en place pour que vous ayez pour que vous puissiez lancer une politique RSE. On va commencer par la gouvernance. La gouvernance, c'est quoi? C'est encourager un processus décisionnel sur les points de transparence, d'imputabilité et d'éthique. Et c'est améliorer le système de management et suivant l'aspect relationnel avec les différentes parties prenantes. Pour nos entreprises, c'est quoi? C'est pérennité de l'entreprise. Donc, on peut parler de politique d'investissement, de recherche et développement, de direction, de partage de la valeur. Donc, c'est des indicateurs qui peuvent être mis en avant au niveau de la gouvernance.
Second volet au niveau du droit humain, donc c'est lutter contre les abus et discriminations, sensibiliser sur le devoir de vigilance sur l'ensemble des droits, interdire le travail des enfants et remédier aux atteintes aux droits de l'homme. Donc là, ici, on va chercher des indicateurs extra-financiers en matière, par exemple, d'égalité homme-femme. Vous connaissez peut-être le questionnaire EGAPRO pour les entreprises concernées au-delà de 50 salariés. Les contrats de travail et conventions de ce collectif, qu'est-ce qui est fait pour les travailleurs handicapés. Donc là, on va s'orienter sur tout ce qui est des indicateurs sur le droit humain. Sur les relations de travail, donc c'est instaurer un dialogue social et une protection sociale, développer le capital humain et privilégier la santé et la sécurité du travail et motiver les relations et l'emploi, donc la sécurité, formation continue. Donc là, pareil, on va aller chercher comment les entreprises mettent en place finalement leur politique de formation, sécurité au travail, la qualité de vie au travail. Donc potentiellement, on va mettre en place des indicateurs sur le nombre de formations suivies, potentiellement le taux d'accident au travail sur les 3 dernières années. Voilà comment l'entreprise valorise un petit peu toutes les actions qui ont été faites à ce niveau-là. Bien sûr, il y a le volet environnement. Donc voilà, quand on parle RSE, on pense souvent essentiellement à environnement. Donc vous voyez que finalement l'environnement c'est un seul volet sur les 7 de la norme ISO. Donc là, ici, c'est minimiser son impact environnemental, prévenir de la pollution et protéger l'environnement, diminuer son empreinte. Donc là, on va aller chercher des indicateurs sur les économies d'énergie, l'optimisation de la gestion des déchets, l'optimisation et la gestion des approvisionnements. Sur l'égalité comportement éthique, donc c'est transiger de manière éthique pour les liens plus harmonieux, lutter contre la corruption, miser sur la transparence des pratiques. Donc ici, on va aller chercher un petit peu la fiabilité des clients fournisseurs, le respect des normes réglementaires et l'éthique des affaires. Et les 2 derniers, c'est les droits des consommateurs. Donc là, on va s'intéresser véritablement à la finalité de notre activité, nos clients. Donc c'est offrir des produits et des services selon la pratique de développement social, équitable et durable, protéger la santé de vie des consommateurs et sensibilité au concept de développement durable. Donc pour nos entreprises, c'est quoi? C'est mettre en place des produits de qualité qui durent, des circuits courts, mettre en place des indicateurs au niveau du recyclage, des politiques de recyclage. Et pour le dernier, c'est le développement local et communautaire. Donc c'est comment l'entreprise, en fait, de par ses interactions, participe activement ou non au tissu économique et social local. S'engager sur la base des valeurs humaines, tenir compte des besoins de la société, donc ça veut dire des besoins de la société dans laquelle elle évolue, et s'investir sur l'échelle locale. Donc, on va mesurer également l'implication sur le tissu local, donc tout ce qui est les politiques de dons, de mécénat, de sponsoring, les embauches aussi qui sont réalisées et l'investissement pour le développement de l'économie locale. Donc ça fait pas mal de notions, pas mal d'actions possibles. Donc vous voyez que le spectre est assez large finalement dans les actions possibles pour votre entreprise. Donc c'est un petit peu à la volonté et aux valeurs de chaque entité qui vont s'axer sur tel ou tel volet de la norme ISO ou telle action en fonction de leurs objectifs. L'intérêt de lancer une démarche RSE, donc par rapport à la norme ISO, c'est déjà de prendre conscience de ce qui a été fait, de le valoriser, de le structurer, de le formaliser. Beaucoup d'actions sont faites aujourd'hui au niveau des entreprises et peu sont structurées et valorisées. Ça permet de poser, de savoir ce qui a été fait et comment on peut encore s'améliorer, donnant des pistes d'amélioration. Donc là, il existe un grand nombre d'actions possibles, donc savoir potentiellement ce qui peut être fait. Donc une démarche RSE, donc je reprends le début de ma présentation, c'est sécuriser et se pérenniser. C'est son marché, son organisation, ses salariés. Donc on va toucher dans une politique RSE tout notre environnement, toute notre chaîne de valeur. Donc ça permet de se sécuriser à l'avenir. C'est anticiper les futures contraintes et obligations réglementaires, les demandes du marché de vos clients, vos fournisseurs, potentiellement des établissements financiers, et également anticiper les demandes des nouvelles générations, puisque les nouvelles générations sont de plus en plus demandeuses d'actions en matière de RSE. Et c'est prendre conscience de l'importance et de la diversité des sujets qui sont liés, de leur impact, donc la productivité, la rentabilité et surtout la valorisation de nos entreprises. Je vous ai mis des objectifs et opportunités d'une démarche RSE. Donc,
c'est un panel, il en existe beaucoup d'autres. Au niveau de la stratégie, finalement, quand on réfléchit à une politique RSE, c'est une réelle réflexion au niveau de la stratégie de l'entreprise, puisqu'il y a une gestion des risques. On anticipe la réglementation. Certaines entreprises sont véritablement allées dans une analyse de leurs forces, faiblesses, opportunités. Certaines entreprises ont complètement repensé leur modèle d'affaires suite à leurs indicateurs RSE. Ils se sont rendus compte que finalement, ils avaient une mauvaise gestion des risques à venir. Donc, ils ont repensé leur manière de faire un petit peu. Donc, assurer la pérennité et progresser. Au niveau financier, donc, je vous avais parlé que certains établissements financiers mettent des taux préférentiels pour les entreprises qui entament une politique RSE. On peut parler aussi de financement et de subventions pour les entreprises qui sont moteurs dans le domaine, de l'accès au marché public. Pour les appels d'offres, les politiques RSE sont de plus en plus pris en compte et ça devrait s'amplifier dans les années à venir. En matière d'investissement et en matière financière aussi, on parle de réaliser des économies. On a certains exemples concrets sur la mise en place de flottes de véhicules verts, verts qui permettent finalement, donc qui nécessitent un investissement au départ, mais qui permettent finalement de réaliser des économies importantes pour l'entreprise. Donc, il y a un impact, un lien important entre l'extra-financier et le financier. Les objectifs et les opportunités au niveau environnemental. Donc, la contribution, je vous ai parlé du bilan carbone. On peut mesurer son impact, mesurer la conception de ses produits et mettre en place des actions comme les circuits courts et mesurer les achats responsables. Donc là, on va solliciter aussi nos fournisseurs et donc nos chaînes de valeur. Autre élément important d'une démarche, c'est le rayonnement de l'entreprise, puisque aujourd'hui, une entreprise qui entreprend cette démarche prend en compte tout l'intangible et pas uniquement que l'aspect financier. Et ça permet d'amplifier son attractivité, de créer une véritable marque employeur. Et quand vous créez une marque employeur, potentiellement, ça facilite les recrutements, une problématique de plus en plus présente aujourd'hui. Ça permet de fédérer et mobiliser les équipes autour de valeurs communes de l'entreprise avec les actions qui sont menées, de fidéliser et surtout aujourd'hui de permettre de communiquer avec ses clients, ses fournisseurs sur ce qui est mis en place au sein de votre organisation. Au niveau d'Axence, donc on fonctionne avec un partenaire qui est ABCSR, donc je vous les avais mis dans les acteurs de la RSE aujourd'hui. Notre partenaire ABCSR, c'est un modèle donc qui réalise un diagnostic. Donc c'est un premier diagnostic qui permet en fait de poser un petit peu les bases d'une politique RSE, de mettre en valeur ce qui a été fait et de voir les axes d'amélioration. Le modèle ABCSR en fait est aligné à la norme ISO 26000, donc c'est pour ça que je voulais détailler aussi en amont. C'est une norme qui permet d'accéder facilement, on va dire, à une politique RSE. Donc, elle couvre le diagnostic ABCSR couvre les 7 volets de la norme pour avoir en fait une vision complète de la politique. Et on parle aussi ABCSR propose également donc une analyse aussi basée sur l'ISO 20400. Je voulais pas parler, c'est par rapport aux fournisseurs et les normes d'achat responsables. Donc voilà la charte graphique en dessous. Donc on retrouve bien les 7 volets de la norme ISO 26000. Les études ABCSR, donc je vous avais parlé des ODD au départ dans les normes et référentiels. Donc les ODD, c'est les objectifs au niveau de l'ONU. Les petites entreprises ne sont potentiellement pas directement concernées, mais contribuent finalement à remplir ces objectifs, puisque chaque action qui est menée concerne un des 17 objectifs, donc je vous invite à en prendre connaissance. Et chaque indicateur RSE ABCSR est associé en fait à l'un de ces 17 objectifs. Ça veut dire que ce que vous mettez en place aujourd'hui, on va être capable de l'insérer dans la norme ISO, donc d'y mettre un cadre et de démontrer à quel objectif de développement durable il contribue. Je passe assez rapidement. Le modèle ABCSR, c'est un modèle assez simple, contrairement à des questionnaires type EcoVadis qui peuvent être parfois un peu lourds. On est ici sur une mise en place de politique RSE, un début, et c'est finalement un moteur assez simple, c'est une solution innovante puisqu'on part des données de l'entreprise, donc notamment des données comptables, donc on part du fichier des écritures comptables.
qui sont des données, on va dire, tangibles. Et on va les croiser avec beaucoup de données externes, de bases de données, donc des bases ministérielles, des bases de l'ADEME en termes d'environnement, des caisses de retraite, par exemple. On va les croiser pour finalement sortir des indicateurs et une cotation RSE pour un petit peu voir où se situe votre entreprise par rapport à son marché. Je vous ai mis ici quelques-unes des bases de données par lesquelles on recoupe vos informations. Donc, il y a le budget ministériel, il y a les informations INSEE, Pôle emploi, l'UNICEF, les assurances retraite. Donc, c'est qu'un échantillon des bases de données utilisées. Et en fait, avec le croisement de ces bases de données, on peut en sortir finalement une notation. Donc ici, c'est un exemple d'une société fictive, donc avec une note de 80% et une note de A. Donc c'est un score ABCSR, c'est un certificat que vous pouvez communiquer en interne, en externe, donc vous êtes libre à ce niveau-là. Il vous est remis, mais il n'est pas diffusé. Le score, il fonctionne comment? Donc vous avez des notes A, B, C, D ou E. Donc A, c'est 10% des meilleures entreprises, donc c'est une note supérieure à 70%. Et on descend ainsi de suite. Et il faut savoir que ce score est évolutif, c'est-à-dire que si aujourd'hui, vous pouvez très bien avoir une note de A ou de B qui est une bonne cotation, et toutes les entreprises qui réalisent ces études RSE peuvent potentiellement être meilleures ou moins bonnes que vous et améliorer ou dégrader leur note. Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez une note de B et que beaucoup d'entreprises mettent en place des politiques RSE et que vous n'avancez pas sur le sujet, ils vont potentiellement avoir une meilleure note que vous et automatiquement, vous êtes dégradé en C, D ou voire E. C'est une notation donc, qui est mise à jour en fonction des études qui sont réalisées. Le score de 80 que je vous ai présenté au début sur le certificat, il se compose en fait de plusieurs scores, donc de 7 scores qui regroupent finalement les volets de la norme ISO. Vous avez plusieurs indicateurs pour chaque volet qui va déterminer une note sur le volet. Et cette note, elle est pondérée en fonction d'un coefficient, en fonction de votre secteur d'activité. Les coefficients pour la gouvernance, les bonnes pratiques des affaires, les droits de l'homme ne sont pas les mêmes en fonction de votre activité. Un cabinet comptable ne va pas avoir les mêmes coefficients qu'une entreprise qui est dans l'industrie. Du fait de l'activité, nous n'avons pas les mêmes contraintes et les mêmes besoins. Et ça permet d'adapter un petit peu le score au profil de l'entreprise. Je ne vais pas vous passer tous les indicateurs. Il faut savoir aujourd'hui, on est capable de sortir plus de 40 indicateurs, donc sur tous les volets de la norme ISO. Je vous en ai mis un panel ici. Je ne vais pas tous vous les passer, mais voilà, on va ratisser de manière assez large pour avoir une vision globale et surtout permettre aux dirigeants d'entreprise de s'orienter sur telle ou telle problématique en fonction de ses valeurs et surtout de ses objectifs. Les indicateurs sont tous en fait mis en page sous la même forme, sont tous présentés de manière identique. Ici, donc, il y a le partage et la création de valeur, donc on a déjà parlé précédemment à la présentation. Donc voilà, sur la partie gauche, vous voyez tous les items de la norme ISO 26000. Au centre, vous voyez votre indicateur, comment vous vous situez par rapport au marché. Et sur la droite, donc, vous retrouvez à quel objectif de développement durable il fait référence. Et vous avez la partie initiative et action. Ça veut dire que potentiellement, si vous avez des actions qui ne sont pas encore valorisées, on va dire de manière tangible, on peut les valoriser ici en expliquant que l'entreprise a mis en place cette année une politique sur tel ou tel sujet de la RSE et qui va être valorisée dans les années à venir. Potentiellement, ça peut améliorer votre note sur tel ou tel indicateur. Donc, par exemple, je vous ai mis le partage de la création de valeur. Il y a des indicateurs sur la dématérialisation des factures fournisseurs. Je passe assez rapidement. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à revenir vers moi sur les différents indicateurs. On a les égalités hommes-femmes. C'est intéressant pour les entreprises qui ne sont pas forcément soumises à l'index EGAPRO. Ça permet un petit peu de matérialiser cette égalité. Les politiques de dons dont on a parlé au niveau social. On mesure également l'impact environnemental en fonction des types de dépenses, par type de dépenses, donc l'hébergement, l'énergie, les services. On est très loin d'un bilan carbone, mais ça permet déjà de voir un petit peu où sont nos consommations énergétiques.
Le nombre de jours de formation de salariés, ça permet de matérialiser quelle politique met en place l'entreprise pour ses salariés. La création d'emplois directs, indirects. Donc, je passe assez rapidement. C'est des indicateurs sur lesquels on pourra revenir. On va chercher de manière assez large tous ces indicateurs. Donc, direct, indirect. Donc, direct, c'est assez facile. C'est le nombre d'employés dans votre entreprise. Indirect, c'est de par les interactions avec vos clients fournisseurs. On met en avant aussi également la fidélité client d'une année sur l'autre et aussi également la dépendance client. On a eu le cas cette semaine donc d'une dépendance client. Donc, un de nos clients qui avait 80% de son chiffre d'affaires qui était fait avec une seule entité, cette relation va s'arrêter parce que du fait du marché. Et bah, finalement, il s'est rendu compte que la dépendance client était beaucoup plus trop importante et que la pérennité de son entreprise était finalement remise en cause du fait de cette dépendance. Donc voilà plusieurs indicateurs et les études concrètes qui sont capables d'être mis en place. Si vous souhaitez si vous souhaitez débuter une démarche RSE, donc Axence nous pouvons vous accompagner. Donc on n'est pas sur une approche classique qui s'appuie sur des formalités déclaratives potentiellement assez longues. Notre solution, en fait, c'est un moteur de calcul innovant qui croise les données financières de l'entreprise. On a quelques renseignements à vous donner, mais un questionnaire assez petit qui vous demandera pas un énorme temps d'investissement et on les croise avec les bases de statistiques nationales et internationales. Et cette démarche, en fait, va vous permettre de mesurer votre performance, d'identifier et de gérer vos risques et surtout également de communiquer grâce à votre rapport, comprenant les indicateurs que je vous ai montrés juste avant avec une notation extra-financière. Les quelques études qu'on a pu réaliser, ça a véritablement permis à des clients de se questionner sur certaines problématiques et de prendre en considération certains risques qui pouvaient potentiellement arriver dans un avenir plus ou moins proche. Pour aller plus loin, donc avec CSR, on réalise un diagnostic. Donc on matérialise ce qui est fait et les indicateurs de l'entreprise. On va plus loin puisqu'on identifie des leviers à mettre et on identifie des leviers, on propose des actions concrètes à mettre en place pour améliorer certains indicateurs. On a déjà notamment agi sur des solutions sur la mobilité. On peut également proposer des solutions sur les économies d'énergie. Donc voilà, on a tout un panel d'actions possibles en fonction de tel ou tel indicateur et en fonction bien évidemment de vos objectifs et de vos valeurs. On sera prochainement capable de vous réaliser également le bilan carbone donc à partir de 2024. Donc potentiellement, on a vu que vous pourriez être sollicité de par vos clients, fournisseurs, voire vos établissements financiers. Donc on sera capable de réaliser un bilan carbone scope 1, 2 et 3 et d'identifier finalement les principaux facteurs d'émission et comment vous pouvez agir. Et on peut se porter également relais quand vous voulez aller vraiment plus loin dans une politique RSE. Donc, on a des consultants, on travaille avec des partenaires. On peut vous orienter éventuellement pour des accompagnements pour compléter les questionnaires EcoVadis. À noter que l'étude ABCSR qu'on peut réaliser, donc qui est une étude relativement rapide, vous permet de répondre à un certain nombre de questions EcoVadis. Donc, vous avez déjà un certain nombre d'éléments, puisque de par l'étude et le diagnostic, vous êtes déjà finalement posé un certain nombre de questions. J'ai terminé pour la présentation. J'ai abordé plusieurs notions. Ça a été une présentation assez dense finalement. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. N'hésitez pas dans la partie questions du module. J'espère avoir été le plus clair possible. Ça a été relativement dense. Il y a beaucoup d'informations, les fondamentaux. Ce webinaire sera également accessible et on peut également vous transmettre la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions.
je vois qu'il y a pas de questions. Si vous souhaitez un petit peu digérer toutes ces informations, pourquoi pas reparler de vos problématiques, de vos objectifs en matière de RSE. Je me tiens à votre disposition pour échanger plus longuement lors d'un rendez-vous, au besoin réaborder certaines notions et certaines réglementations qui pourraient vous impacter à l'avenir. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi et le cabinet Accence. On reste à votre disposition pour vous accompagner. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et on reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire. Au revoir. Merci à tous.